Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo qui porte sur le thème de cette phrase célèbre de Carl Gustav Jung: tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et avant d'entamer cette vidéo, merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces et vos commentaires. N'hésitez pas surtout à me soumettre des sujets de vidéos. C'est avec plaisir que je les couvrirai, ou je tenterai de découvrir. Et à tout de suite pour la suite. Carl Gustav Jung était bien en avance sur son époque d'un point de vue de la conscience. Il avait bien compris que tout ce qui était relégué dans l'inconscient finirait par ressurgir d'une manière ou d'une autre. Et que ce soit finalement pour les dons que nous avons, aussi bien que pour les limites que nous avons dans nos croyances, tout fonctionne. En fait, il était simplement en train de parler à l'époque de la loi de l'attraction, qui pour beaucoup est mal comprise, puisque quand il s'agit d'avoir dans sa vie des événements jugés comme positifs, constructifs, en fait, tout le monde reconnaît la loi de l'attraction aisément. Et tout le monde a l'air de la plébisciter. Par contre, quand il arrive une expérience qui s'apparente au contraire, en fait, elle est immédiatement sanctionnée, rejetée, due à la malchance, et vécue comme quelque chose de rabaissant, d'accablant, etc. C'est mal comprendre la loi de l'attraction qui, comme la loi du karma finalement, et je me demande d'ailleurs sur un certain point si c'est pas la même chose finalement, mais appelée maintenant différemment comme la loi d'attraction au lieu de simplement dire que c'est le karma, qui, je rappelle, le karma est juste une loi de cause à effet, et cette loi de cause à effet commence par le système de pensée. Donc évidemment, on parle souvent de karma, évidemment, par rapport à un système de pensée conscient, mais je pense que le karma, en fait, agit évidemment sur le plan de l'inconscient aussi, et donc que le karma englobe tout, non seulement les choses que l'on a désirées volontairement, mais aussi, tout ce qui concerne les, les refus, les désirs inconscients, les croyances inconscientes, etc., enfin, qui ont été relégués à un moment donné sous forme de conclusion de notre vie, par rapport au parcours de notre vie. Et finalement, on en a ces conclusions, finalement, une fois qu'elles ont été tirées, sont reléguées dans l'inconscient, dans un tiroir. Et seulement, c'est pas parce qu'elles viennent pas nous titiller au quotidien qu'elles ne tirent pas les ficelles pour autant. Et je pense foncièrement que Carl Gustav Jung avait compris ce principe de fond. Et il ne faut pas oublier que à l'époque, on était dans une époque de découverte un petit peu des mécanismes de la pensée, et je pense que Carl avait bien compris que l'inconscient jouait un rôle primordial, et aussi bien, encore une fois, pour les dons ou les talents cachés, que pour les limitations sous forme de croyances, d'opinions, de dictats, de conclusions, de certitudes, de peurs. Tout ça, une fois logé dans l'inconscient, évidemment, Carl Gustav Jung avait bien compris que le seul moyen de déloger ces croyances de l'inconscient et de les mettre en lumière, eh bien, c'était en gros, c'était remettre tout ça entre les mains du destin, entre guillemets, qui va réorganiser, on va dire, les choses de façon à ce que les expériences, les événements soient propices pour faire ressurgir en nous ce qui était bien enfoui. Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Voilà, donc c'était bien résumé en définitive,
Alors après, il ne faut pas trop s'attacher sur le mot destin, hein. Je pense que il aurait pu mettre sous forme d'expérience, c'était la même chose. Et on le voit. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'entends énormément sur Facebook des gens qui sont sur le mode victime et le mode plainte de ce qui arrive actuellement au niveau de, déjà pour commencer de la France, mais pas seulement, mais on va dire, soyons chauvins, commençons déjà par la France, et ça sera déjà bien, mais en fait ce principe existe dans le monde entier. Le mental, il n'y en a pas 150 000, il y en a qu'un, et un unique, et ce mental se faufile, comment dire, se faufile et se manifeste parmi, à travers tous les êtres humains, toujours de la même façon. Il y a toujours, dans les témoignages que j'entends sur Facebook, cette victime potentielle, c'est-à-dire ces personnes qui ont tendance à s'imaginer que l'expérience qu'elles sont en train de vivre, elles ne l'ont pas souhaité, elles ne l'ont pas voulu, elles ne l'ont pas désiré, seulement elles ignorent totalement, ces personnes, que ces événements en question, ces circonstances, ces relations qui sont, comment dire, difficiles, voire même dans le cadre des relations, des violences conjugales parfois extrêmes, ces personnes vivent toujours sous le coup de l'ignorance, alors l'ignorance tibétaine, hein, qui, comment dire, qui consiste finalement à avoir oublié ce principe, pourtant que Gustav Jung avait pourtant énuméré à l'époque, à croire que la sagesse séculaire ne sert à personne. En tous les cas, ça n'a pas l'air de porter ses fruits. Je pense que si on nous abreuvait, au lieu de publicité, si on nous abreuvait de petites séances de sagesse, de tous ces aphorismes de sages du passé, je pense que l'humanité, en fait, se regarderait un petit peu moins le nombril et, en tous les cas, ferait un peu moins d'égocentrisme pour comprendre finalement, on serait plus dans une dynamique d'entraide que euh, d'entraide constante, plutôt que dans une dynamique où on voit en effet ces gens qui, par ignorance, encore une fois, euh, se plaignent de leur sort et de leur situation, sans comprendre en effet derrière en fait la loi d'attraction qui a derrière, qui fonctionne derrière. Et il ne faut pas oublier que cette loi de l'attraction, que ça soit des événements, encore une fois, vécus de manière joyeux et heureux, et aussi bien que les événements ou les circonstances qui le sont moins, ont pour source unique l'amour, et donc la loi de l'attraction est tout simplement la loi de l'amour. Donc on ne peut pas dissocier la phrase de Jung, la loi de l'attraction et le destin. On ne peut pas les dissocier, on ne peut les regrouper que sous la bannière de la source d'amour qui en définitive est à l'origine de tout ça. Alors je vais m'expliquer pourquoi je dis que c'est à l'origine de tout ça, tout simplement parce que quelles que soient les expériences que l'on vit, et il y en a, je vais prendre la première catégorie de gens qui vivent des expériences comment dire, jugées positives, constructives, etc. Ces personnes, en définitive, comment dire, reconnaissent là-dedans finalement l'adéquation entre ce qu'elles sont, la manière dont elles pensent les choses, dont elles pensent leur vie, la manière dont elles désirent les choses. Elles voient en fait une adéquation entre ce qu'elles sont et ce qui leur arrive. Et en fait, ça leur paraît absolument logique, et elles ne remettent pas ça en question, et c'est vécu de manière évidente, et c'est vécu de manière heureuse. Après, ce qu'elles en font, c'est encore autre chose. Encore une fois, on a vu des gens gagner au loto des sommes faramineuses et finalement se retrouver sur la paille 6 mois ou un an après pour en avoir fait n'importe quoi, pour s'être laissé prendre encore une fois par son système,
de pensée. Et voilà. Et du coup, ça ne veut pas, un événement heureux, en fait, n'est pas une fin en soi, comme un événement malheureux n'est pas une fin en soi. Euh, Tout dépend, encore une fois, ce que l'on en fait. Tout dépend ce que l'on veut en tirer comme leçon d'apprentissage sur soi avant tout. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait tout le temps ce lien, cette adéquation entre ce qui nous arrive et notre façon de penser la vie. Alors, c'est plus facile quand on est et encore, je ne suis pas sûr que les gens le fassent de manière consciente. Ils vivent simplement leur joie, mais sans véritablement relier. Ils mettent ça parfois sous le coup de la chance. Ils ne relient pas forcément leur façon de penser la vie et ce qui leur arrive. Et il en est de même pour les gens qui vivent des choses absolument négatives, c'est-à-dire qu'ils ne font pas cette adéquation non plus entre ce qui est recélé en fait dans le fin fond de leur conscience ou de leur inconscient et finalement les circonstances, les événements qu'ils sont amenés ou elles sont amenées à rencontrer. Il y a pourtant des événements dans la vie qui vont révéler en fait des dons ou des talents cachés qui étaient complètement inconnus de la personne. Et en fait, les circonstances vont aider la personne finalement à prendre conscience d'un don ou d'un talent caché ou d'une faculté cachée, tout simplement. Et de même qu'il y a aussi des événements beaucoup plus, on va dire, durs sur le moment qui occasionnent de la souffrance, mais qui vont aussi révéler leurs bijoux, leurs joyaux, et qui vont finalement permettre à la personne d'avoir des prises de conscience énormes. Mais en fait, ce n'est pas l'événement lui-même qui, comment dire, va permettre à la personne de s'ouvrir beaucoup plus consciemment. Encore une fois, c'est une démarche. D'un point de vue bouddhiste, les événements sont vides de sens et c'est nous qui les chargeons de notre histoire. Donc on est bien d'accord que l'événement est une invitation, un détonateur. Il est vide de sens selon le bouddhisme tibétain et c'est nous qui allons le charger de notre histoire. Donc, quand Carl Gustav Jung dit ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin, eh bien, c'est exactement cette démonstration-là. Donc, tout dépend de la manière dont on va se servir de l'événement pour, en fait, aller faire ce lien avec comment dire, ce qu'il y a d'enfoui en nous et donc sous-entendu notre façon de penser la vie, la façon de nous penser dans notre vie, parce qu'évidemment il s'agit en fait bien souvent de nos capacités personnelles, de notre estime personnelle, de l'image que nous avons de nous, de nos capacités à décider, à choisir, ou de notre incapacité à choisir. Quelle est l'estime que nous avons de nous? Est-ce que nous avons une bonne image de nous? Est-ce que nous avons une image de nous complètement ratatinée, égratignée? Les événements, quand on commence à s'interroger, nous invitent, c'est vraiment une invitation, à regarder ce qui se passe en nous, puisque de toute façon, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, quoi que nous disions, par amour, la source nous renvoie ce que nous sommes profondément. Et donc c'est toujours par amour que, en fait, Dieu nous tend un miroir permanent. Donc qu'est-ce que je sous-entends par là et qu'est-ce que sous-entend Carl Gustav Jung? C'est que il faut bien comprendre finalement à travers tout ça que nous sommes les créateurs directs de notre existence. Alors au début ça peut paraître un peu dur et je pense notamment aux personnes qui sont sujettes à des maladies graves et je suis le premier à savoir de quoi je parle en disant ça, mais je pense aussi aux personnes qui ont rencontré des expériences relationnelles très difficiles avec violence conjugale, etc., etc., ou des viols,
voire même des personnes qui ont été battues. Elles rencontrent ces personnes-là rencontrent sur leur chemin des expériences qui vont simplement leur servir de miroir par rapport à leur façon de se considérer, encore une fois, l'estime qu'elles se portent, le respect qu'elles se portent, leur façon de considérer la relation amoureuse. Bref, il y a... alors évidemment, je ne parle pas... j'inclus aussi les personnes qui ont été sujettes à des viols soudains, c'est-à-dire qui n'ont pas été sous le joug en fait d'une relation pendant des mois et des mois de manipulation mentale, etc. Et qui, je parle de ces personnes qui ont rencontré d'un seul coup au coin d'une rue un violeur, et en fait celles-là aussi en fait doivent s'inclure dans ce système de loi de l'attraction, puisque il y a de toute manière, si on creuse, et si on veut bien creuser, et si on veut bien s'ouvrir à l'expérience, et si on veut arrêter de jouer ce jeu de la dualité qui consiste à dire que il y a un méchant et un gentil, parce que évidemment ça ne mène strictement à rien, de la même façon pour les gens qui considèrent qu'il y a des expériences qui sont acceptables et d'autres qui sont inacceptables, comme perdre un enfant, quelle que soit la raison, ou que sais-je encore. Euh, Tant qu'on écoute en fait ce mental qui est dualiste et qui ne voit les choses que par la dualité, c'est-à-dire sujet, objet et action-réaction, et que gentil, méchant, et tant que le mental en fait dirige votre façon de regarder les choses, votre façon de les percevoir, eh bien, on laisse ce mental finalement jouer ce jeu de la dualité, de cette séparation qui dit que ce méchant qui est sur ma route, je ne l'ai pas désiré, il me nuit et il a bousillé ma vie, donc c'est une catastrophe. Voilà, tant qu'on regarde les choses sous cet angle-là, eh bien, je peux vous garantir tout de suite une vie d'abomination, une vie de souffrance éternelle qui ne finira pas ou qui finira juste au moment de votre mort. Et il n'est pas dit que ça ne perdure pas de l'autre côté d'ailleurs. Bref, c'est une vie de souffrance évidente dans laquelle on s'engage. Toutes les personnes qui se sont sorties, on va dire, avec une plus grande sérénité, une plus grande clarté, une plus grande lucidité d'esprit, et aussi beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de paix intérieure et de sérénité, ce sont ces personnes qui, à un moment donné, ont arrêté de poser des jugements sur l'autre ou sur l'expérience, et qui ont commencé en fait à regarder les choses autrement, qui ont commencé à percevoir la réalité d'une manière différente, et qui ont commencé en fait à regarder quel était le lien qu'il y avait entre leur propre façon de voir la vie et voir même cet événement, parce que parfois juste le fait de se voir faire par rapport à un événement, et de se voir penser surtout un événement, la façon dont on le juge, la façon dont on le perçoit, eh bien il y a des gens qui se sont rendus compte de cette dichotomie, et que le fait de se rendre compte qu'ils se positionnaient en fait en victime, et qu'il y avait de l'autre côté le bourreau, le méchant, le salaud, l'expérience dégueulasse qui n'aurait jamais dû arriver, eh bien le fait de s'apercevoir, simplement le fait de s'apercevoir, de regarder les choses de cette manière-là, eh bien ça a été un déclic. Ils se sont rendus compte que ça ne les servait absolument pas, qu'au contraire en fait c'était quelque chose qui entretenait une haine viscérale, une colère viscérale. Bref,
ces personnes-là, en fait, ont cessé de ronger leurs freins à partir du moment où ils ont commencé à percevoir les choses de manière différente. C'est la seule règle qui s'applique, quelles que soient les circonstances, que nous soyons victimes d'une maladie, que nous soyons victimes d'une tierce personne, d'un arnaqueur, que ce soit victime d'un violeur, que ça soit victime de quelqu'un qui soit violent, d'un manipulateur, que ça soit victime d'une expérience difficile. Eh bien, tant que l'on se positionne comme étant la victime de ces expériences-là ou de ces personnes-là, eh bien, nous entretenons en fait, inéluctablement, nous entretenons en fait la souffrance. Nous jouons le jeu du mental qui a tendance à avoir à séparer les choses, c'est-à-dire moi et l'autre, moi et l'expérience, nous ne faisons pas qu'un, nous sommes deux. Il y a moi et l'autre, moi et l'expérience. Par conséquent, sous-entendu, il y a une autre volonté que la mienne qui agit en ce moment, et ce n'est pas ce que j'ai cherché, ce n'est pas ce que j'ai souhaité, ce n'est pas ce que j'ai voulu, ce n'est pas ce que j'ai désiré. Et entendons par là, par le mot vouloir désirer, ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de je veux, je désire, mais plutôt quelque chose que l'on a attiré à soi parce que ce système de pensée sert d'aimant et c'est surtout derrière en fait l'émotion ou le sentiment qui va servir en fait d'aimant, qui va servir à la fois de j'allais dire de générateur et en même temps de récepteur, c'est-à-dire que cette façon de penser va générer des sentiments, ces sentiments vont générer des ondes, donc au départ vont être génératrices, et ce sont ces mêmes ondes génératrices qui vont être créatrices finalement de notre propre destin. Ce n'est pas par hasard si des personnes rencontrent la maladie. Ce n'est pas non plus par hasard si des personnes recouvrent la santé. Ce n'est pas par hasard si des personnes rencontrent à un moment donné des expériences heureuses. Ce n'est pas non plus par hasard si certaines personnes rencontrent des expériences malheureuses. Il y a toujours, et je l'ai déjà vu en tant qu'esthésiothérapeute, esthésio, en fait, je le rappelle, vient du mot esthésis, qui en grec veut dire sensation, perception, et thérapeute, soigner, traiter, voilà, prendre soin d'eux. Donc ce n'est pas par hasard, je l'ai déjà vu en esthésiothérapie, j'ai déjà vu ces personnes, et en fait elles ne voyaient pas ça comme ça au départ, mais j'ai déjà fait réaliser aux personnes l'adéquation entre leur façon de penser et ce qui leur arrivait. Et en fait, au final, elles trouvaient ça d'une logique implacable. Il suffit juste, en effet, à un moment donné, de prendre conscience et puis de transformer notre système de pensée pour que les choses se transforment. Il suffit, en effet, que notre système de perception par rapport à une expérience soit, comment dire, changer, transformer, pour que finalement nous puissions aussi voir le cours de notre destin, pour reprendre le terme de Jung, et bien pour voir le cours de notre destin se transformer sous nos yeux. Donc Carl Gustav Jung à l'époque était vraiment très empli d'une grande sagesse quand il disait ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Il avait compris que nous étions des créateurs de notre vie, que surtout ce qui était relégué dans l'inconscient était bien plus puissant que comment dire, ce qui est formulé consciemment. Pourquoi? Parce que ce qui est dans l'inconscient est, comment dire, est associé à des émotions très puissantes et par conséquent ont un pouvoir de créativité très puissant. Et finalement, le rôle du divin dans cette histoire, c'est un peu comme le rôle du génie.
à qui, comment dire, à qui on fait appel quand on frotte la lampe à huile et qu'on voit le génie sortir de cette lampe et le dire voilà, tu as 3 vœux à faire et j'exaucerai tes vœux. Ce que je voulais dire, c'est que le divin finalement est dans l'exercice d'exaucer nos souhaits, enfin entre guillemets nos souhaits en permanence, c'est-à-dire que par amour il nous montre en fait en définitive quelles sont nos limites dans nos structurations mentales, dans la façon dont nous avons compris notre vie, dans les leçons du passé qui ont mal été comprises et aussi en fait dans les limites que nous nous donnons par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que l'image péjorative que nous avons de nous, eh bien, elle nous est renvoyée sous forme de destin. L'estime médiocre que nous avons de nous va tout le temps être renvoyée sous forme de destin. Ça va être, euh, ça va être à une caisse de supermarché où les choses vont mal se passer et puis on va être insulté par un autre client. Ça va être voilà, des expériences comme ça qui vont simplement servir de miroir à qui nous sommes. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est à la fois l'événement lui-même qui vient révéler ce qu'il y a en nous, et encore une fois qui n'est pas, comme je disais tout à l'heure, qui en lui-même n'a pas de sens. C'est-à-dire que on peut très bien être à une caisse de supermarché, ça se passe mal au niveau de la caisse avec un autre client, on peut très bien être insulté et finalement ne pas en être atteint, blessé, touché, meurtri, heurté, parce qu'on voit bien que l'autre est dans quelque chose d'excessif et qui ne concerne absolument pas l'expérience qui ne concerne pas qui je suis. En revanche, si quelqu'un en effet est en train de vous insulter et que vous en êtes blessé, meurtri, heurté, eh bien il y a de fortes chances que là l'effet miroir soit en action. Encore une fois, il y a des événements qui arrivent et comment dire et qui sont censés en effet révéler ou pas ce qu'il y a en vous. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui a un sens. Ce qui a un sens, c'est la façon dont vous allez vous en servir pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, encore une fois, c'est relégué sous cette forme d'effet miroir. C'est-à-dire, qui suis-je moi par rapport à cette personne qui vient de m'insulter? Est-ce que je me sens offensé? Est-ce que je me sens rabaissé? Est-ce que je me sens meurtri? Est-ce que je me sens heurté? Est-ce que je me sens jugé? Si oui, alors il y a de fortes chances que là, l'effet miroir soit en route et il y a de fortes chances que, comment dire, la loi de l'attraction soit en mouvement. Et que là, le divin est en train de vous montrer quelque chose de vous qui aurait besoin d'être guéri, donc qui aurait besoin, vous auriez en fait besoin de vous percevoir autrement et de changer la perception limitée que vous avez de vous-même. Donc ça, c'est hyper important. Tous les événements, encore une fois, sont vides de sens. Ils deviennent chargés de quelque chose à partir du moment où, pour nous, cet événement a un sens, c'est-à-dire qu'il nous renvoie quelque chose de nous. Voilà. Soit parce qu'il nous fait découvrir un talent, soit parce qu'il nous fait découvrir quelque chose de nous-mêmes, soit parce que il révèle de toute façon quelque chose de nous-mêmes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit sous forme de don, de talent, ou que sais-je encore, et que ça soit aussi sous forme de croyances limitatives, croyances péjoratives à propos de notre image, croyances péjoratives à propos de notre estime de nous-mêmes, à propos de l'image que nous avons de nous, à propos de
la perception que nous avons de nos capacités propres. Et, dans ce jeu de miroir, la vie ne cesse évidemment de nous mettre sur des chemins qui vont nous aider en effet à révéler qui nous sommes. Donc voilà pourquoi finalement Carl Gustav Jung avait compris beaucoup de choses à travers cette phrase célèbre. Il avait compris que l'inconscient était un réservoir puissant de création d'expériences destinées justement à nous servir de miroir. Et c'est encore plus vrai notamment quand il s'agit d'expériences marquantes parce que bon, les histoires de se faire insulter par quelqu'un dans la rue ou quoi que ce soit, c'est évidemment quelque chose qui est assez minime, mais qui peut malgré tout être révélateur de quelque chose. Encore une fois, si vous vous sentez heurté par, il y a de fortes chances que cette expérience vous concerne. Encore une fois, je pense que Carl Gustav Jung parlait des expériences les plus... Quand il dit destin, c'est vraiment des expériences très fortes, très marquantes, qui sont destinées finalement à révéler vraiment, on va dire, ce qui se cache, on va dire, sous le niveau de la mer quand on pense à un iceberg. Il y a la partie émergée et la partie immergée comment dire, le destin se charge en fait de révéler ce qu'il y a sous la partie émergée. Et là, il y a de fortes chances que de toute façon, vous vous sentiez concerné par l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous vous positionniez comme une victime par rapport à ça, dans un premier temps, ce qui est, on va dire, somme toute assez logique pour la plupart d'entre vous qui ne sont pas dans cette gymnastique d'esprit de dire tiens, si je vis ça, ça m'interpelle, ma conscience est heurtée par ce qui se passe et je me dis, et là dans ces cas-là en effet on a le réflexe d'aller regarder en soi pour voir un peu ce que ça vient toucher en nous. Est-ce que ça vient toucher l'image qu'on a de soi? Est-ce que ça vient toucher l'estime qu'on a de soi? Est-ce que ça vient toucher les limites par rapport à nos capacités que nous croyons avoir atteintes? Bref, qu'est-ce que ça vient toucher? Et voilà. Autrement, en effet, pour celle ou celui qui n'a pas du tout comment dire, le réflexe de voir à travers les événements, notamment les gros événements de notre vie. Et en plus, il n'y en a pas énormément que ça, de gros événements par rapport à notre vie, c'est très limité. Mais en général, il en suffit d'un pour que ça serve comment dire, de maître de sagesse, tout simplement. Et parfois, en effet, un seul ne suffit pas. Il y a des égos qui sont assez réfractaires et résistants. Et finalement, il en faut parfois plusieurs gros événements pour que la personne puisse en effet comprendre à quel point c'est tel dont il s'agit vraiment, que c'est pas du tout... que la personne n'est pas séparée de l'événement, que cette séparation n'existe qu'à travers le jeu du mental et qu'il y a bien une adéquation entre l'événement caractéristique, la circonstance, la relation caractéristique et notre façon de penser les choses. Il n'y a que finalement que quand on vit les choses sereinement, puisque encore une fois il se passe toujours des choses dans la vie, hein, les expériences, si c'est pas au niveau personnel, ça va être au niveau familial, ça va être au niveau amical, ça va être au niveau professionnel, ça va être au niveau national, ça va être au niveau régional, ça va être au niveau du quartier. Il y a toujours des événements qui se passent et nous ne sommes pas tout le temps heurtés par ces événements. Nous sommes parfois très en paix par rapport à tout ça et parfois au contraire très bousculés, très heurtés par rapport à tout ça. Tout participe d'une manière ou d'une autre à révéler ce qu'il y a en nous.
jusqu'au jour où les événements ne révèlent plus rien, si ce n'est que de la joie, de la paix et, peut-être encore plus, même je dirais, d'émerveillement. Il y en a qui ont connu à travers des expériences extrêmes. Et là, je pense à des expériences qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Je pense aussi à des personnes qui ont été séquestrées pendant 10 ans sous le joug d'un tortionnaire. En fait, ces personnes-là en fait, ont développé, on va dire, une espèce de conscience très aiguë des choses et ont su en fait dépasser le, comment dire, ça, enfin, elles ont vécu l'expérience en fait comme un maître de sagesse et finalement sont devenues elles-mêmes, ces personnes-là sont devenues elles-mêmes un maître de sagesse, c'est-à-dire qu'elles ont totalement compris l'amour qui se cachait derrière tout ça et elles sont devenues en fait elles-mêmes amour avec un grand A, ce qui ne veut pas dire pour autant que elles ont particulièrement aimé leur bourreau ou quoi que ce soit, quoique ça puisse arriver, mais pas aimer au sens sentimental, c'est-à-dire il ne faut pas confondre évidemment état d'amour et amour sentiment, ça n'est pas la même chose, c'est-à-dire que quand je parle de tout ça, je parle bien de l'état d'amour, je parle de la quête spirituelle, je ne parle pas d'éprouver des sentiments pour son bourreau ou d'éprouver des sentiments pour une expérience atroce ou difficile à vivre. Je parle bien de cet état d'amour en fait qu'elles ont été amenées à vivre et qu'elles ont été amenées à vivre de façon définitive. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ont aimé leur bourreau, ça veut dire simplement qu'elles sont tombées dans cet état d'amour, qu'elles se sont ouvertes à cet état d'amour. Et je dis que ce même état d'amour n'a plus jamais cessé et que quelles que soient les expériences qu'elles aient vécues par la suite, eh bien cet état d'amour n'a jamais cessé d'exister et voire même de s'amplifier à travers chaque expérience, pardon. J'espère que j'ai bien mis en lumière le fait que ce qui se planque dans l'inconscient est bien plus agissant parfois en termes de comment dire, soit de pouvoir au pluriel, soit de limite. Comptez sur la vie en effet pour vous renvoyer vos propres limites. Et quand ça s'est relégué dans l'inconscient, ça demeure en fait assez puissant à pouvoir en effet influer et infléchir notre futur, puisque ça devient en fait extrêmement créatif du fait justement que nous ne puissions pas avoir de main mise immédiate en fait sur ce qui se passe inconsciemment. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que la vie se charge de vous renvoyer sous forme de destin en fait votre façon de penser, de façon à ce que vous puissiez avoir l'occasion justement de pouvoir transformer ce système de pensée, de pouvoir guérir ce système de pensée, puisqu'il s'agit bien en effet de... il y a vraiment, il faut bien s'imaginer qu'il y a ego versus être, mental versus être. Donc le mental est un, comment dire, est un réservoir à la fois de potentiel mais aussi de limitation, et que il s'agit en effet d'aller guérir certaines parties de nous qui continuons à rester dans le c'est pas possible, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, je suis trop nul. Enfin, vous voyez de quoi je parle. C'est vraiment de cet ordre-là. Et la vie nous donne l'occasion de pouvoir en effet guérir à travers des événements justement qui viennent nous faire miroir. Eh bien, ça nous donne l'occasion de pouvoir mettre en lumière, et c'est vraiment ça, hein, mettre en lumière, c'est être touché, voilà, c'est se donner la chance d'être touché par l'amour, et c'est nous donner la chance de reconnaître en fait la force de l'amour à travers chaque expérience qui nous est donnée pour pouvoir croître en conscience jusqu'au jour où l'ego se disparaît comme une bulle et il ne reste plus que l'être divin.
C'est une expérience que personnellement j'ai vécue en 2009. Je l'ai vécue pendant, je dirais, 5 heures de façon intense, et ensuite pendant une semaine de façon moins intense, mais quand même, au point où quand je sortais de chez moi et que je regardais les arbres qu'il y avait autour dans le jardin, autour de la résidence, eh bien l'être qu'il y avait au fond de moi en fait se reconnaissait partout où je posais les yeux, et l'être que j'ai en moi ou que je suis se reconnaissait partout où je posais les yeux et me disait: je suis dans l'arbre, je suis dans l'oiseau que je regarde, je suis aussi dans cette personne, je suis dans l'herbe, dans la terre, je suis dans le ciel. Et donc c'est vraiment, comment dire, cet état d'amour, en fait, cet état de merveilleux, je l'ai vécu pendant 5 heures de façon intense, puis pendant une semaine, puis ensuite ça s'est arrêté. Je suis retombé dans un état, j'allais dire, ordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir vivre cette expérience et donc de faire l'expérience de l'unicité, c'est-à-dire il n'y avait plus moi et l'arbre. Je comprenais que moi et l'arbre ne faisions qu'un. Le, Quand je dis que l'être en moi se reconnaissait partout où je posais les yeux, c'est-à-dire partout où mes yeux se posaient, on va dire ça comme ça, partout où mes yeux se posaient, l'être en moi se reconnaissait dans chaque chose, et donc il n'y avait plus de sujet-objet, tout était un et indivisible. Et ensuite je suis retombé comme tout le monde dans la dualité, avec l'ego qui a repris sa place et le mental, sauf que à travers cette expérience, j'en ai gardé évidemment une certaine saveur. C'est de là qu'a démarré en fait d'autres compréhensions qui n'étaient plus intellectuelles mais qui étaient issues de cette expérience, où j'ai bien compris qu'en effet, nous ne faisons qu'un avec la vie, et il n'y a que finalement le mental pour séparer les choses, pour vous séparer de l'événement, pour vous séparer de l'autre, puisque si vous continuez à jouer ce jeu du mental, vous assurez derrière en fait une souffrance jusqu'à votre mort. Et c'est ainsi que moi je vois pas mal de témoignages sur Facebook qui vont dans ce sens, où les gens se plaignent de tout en définitive, et quand elles arrivent à sortir de leur expérience, parce qu'il y en a qui en effet sont plus à la recherche de solutions que de réponses, et ou encore une fois, les deux sont à mettre en corrélation. Il ne s'agit pas de juste chercher des réponses sans chercher de solutions, mais la plupart des gens en fait cherchent des solutions pour se tirer d'une situation, et ça c'est vraiment le mental qui opère, c'est-à-dire qu'il ne remet pas, il ne voit pas l'adéquation entre ce qui je suis et l'expérience que je suis en train de vivre. Le mental se dit: ça c'est une expérience de merde, je n'ai pas demandé à avoir cette expérience, je n'ai pas pas demandé à vivre cette relation, par conséquent il faut que je trouve des solutions. Et il n'y a aucune remise en question, et on le voit bien, parce que à quoi on le voit, à quoi on le jauge? Eh bien on le jauge au fait que les gens se sont effectivement sortis de situations, mais n'émanent d'eux absolument aucune lumière, ils ne rayonnent rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sagesse qui vient euh, euh, les habiter, aucune sagesse dans leur discours par rapport à ce qu'ils ont vécu, que ce soit à travers une expérience ou à travers une relation difficile. Aucune sagesse n'en émane, il y a quelque chose même d'assez triste, d'assez terne. On voit toujours la victime en action qui n'a pas compris l'adéquation entre l'événement et ce qu'ils sont. Et ça se voit à travers les témoignages des personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune manifestation d'amour, il n'y a pas de joie, il y a quelque chose d'assez terne, d'assez triste, d'assez... voilà, je m'en suis tiré, mais en fait, en gros, je continue de souffrir, parce que c'est ça en plus la réalité, c'est que les personnes se sont tirées d'expérience, mais malgré tout continuent de souffrir de l'expérience alors qu'elle est derrière eux, et que parfois elle est derrière eux depuis 20 ans, mais finalement c'est toujours présent dans leur tête. Et pourquoi c'est toujours présent dans leur tête? Parce que justement, ces mêmes personnes n'ont pas compris l'adéquation, n'ont pas tiré de leçons de sagesse entre
leur façon d'être et leur façon de se comporter et l'expérience qui a eu lieu. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'on fait exprès d'aller se jeter dans les bras d'un violeur ou quoi que ce soit, ou d'un ce qu'on appelle un pervers narcissique. Je déteste ce genre d'étiquette, hein, qui est simplement pourquoi je déteste ce genre d'étiquette, parce que c'est continuer à jouer le jeu du mental qui divise et sépare, parce que quand on continue à nommer une chose comme une chose étant mauvaise, c'est-à-dire en gros on est le gentil et l'autre est le méchant, on est la victime et il y a le bourreau, on est l'expérimentateur et il y a l'expérience. Euh, il y a toujours cette idée de je suis victime d'eux et l'autre est le méchant, et tant qu'on continue en fait à euh, décrire le méchant comme étant méchant, en fait on ne comprend toujours pas finalement pourquoi il ou elle est venu sur ce chemin. Et euh, voilà. Et du coup, je parlais par rapport à cette souffrance. Et finalement, quand il n'y a pas cette plus grande lucidité sur qui nous sommes, notre façon de nous percevoir, la façon de percevoir l'autre par rapport à nous, eh bien, il y a toujours cette souffrance en fait qui se pérennise. Et c'est ce qui ressort en fait de tous ces gens qui ont simplement cherché des solutions pour s'en sortir sans aller chercher au fond d'eux des réponses par rapport à leur façon de se voir eux-mêmes, de se considérer. Euh, Juste pour terminer, les réponses en fait viennent toujours de l'intérieur de nous, du fond, du très fond de nous. Alors on peut très bien, vous allez me dire, trouver une réponse dans la ligne d'un livre, dans ce qu'est en train de dire une personne au téléphone ou à la télé. Oui, mais il y a quelque chose en vous qui le valide. Il y a quelque chose en vous qui est en train de vous dire, voilà, c'est exactement ce que tu dois entendre. C'est exactement ce que tu dois savoir. C'est exactement ce que tu dois comprendre. Donc il y a quelque chose en nous, en fait, qui le valide, qui est en train de nous dire, voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est ça que je voulais te montrer. Et ce que tu viens d'entendre est exactement ce que je cherche à te dire. Donc les réponses viennent toujours de l'intérieur, du très fond de nous. Et les gens qui se contentent de trouver des solutions pour s'extirper d'une situation, pardon, ne font que la moitié du travail. Euh, Même si cela demande beaucoup d'efforts, en fait, la souffrance chez eux va perdurer parce qu'elles n'ont pas trouvé de réponse. Et réponse et solution ne sont pas du tout, pour le coup, synonymes. Mon travail consiste en effet à aider les gens à trouver des réponses en eux pour qu'ils puissent commencer à percevoir leur existence de manière différente, pour qu'ils puissent percevoir leur passé de façon différente, mais pour qu'ils puissent aussi se percevoir eux de façon différente. C'est-à-dire que on passe d'une image de soi péjorative à une image de soi beaucoup plus, comment dire, élégante et constructive. On passe d'une image de soi détériorée, égratignée, par une belle image de soi. Et en fait, le but du jeu, c'est de se rapprocher petit à petit de cet être merveilleux que nous sommes à l'intérieur de nous, qui s'appelle amour, joie, énergie, etc. etc. et que l'ego est à l'opposé de tout ça, c'est-à-dire que il, euh, il n'est que limitation, peur, et, euh, et ça suffira déjà beaucoup, parce que si on arrive déjà à éliminer ça, eh bien on a fait déjà pas mal de boulot. Et en tout cas, mon travail consiste en effet à pouvoir aider les gens à se percevoir de manière différente et à percevoir leur existence de manière différente. Et quand déjà ça c'est fait, eh bien il y a déjà un poids qui est allégé, et à ce moment-là, on peut commencer à devenir véritablement créatif, cette fois-ci de manière consciente. Donc merci ce charmant personnage qu'était Jung. Il avait résumé dans ses phrases beaucoup de choses. J'ai tâché de développer et puis de synthétiser ce qu'il voulait dire à travers cette phrase. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été productive.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Divina Unicornis TV. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook en tapant Frédéric Dautrive, Frédéric avec un K, Dautrive avec un H, donc D''H, A-U-T-E-R-I-V-E. Et je vous invite évidemment à pouvoir me laisser des sujets de vidéos parce que je suis friand de vos réactions. Et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité sur ma chaîne et vos encouragements. Et puis merci de laisser des petits pouces bleus si le cœur vous en dit. Évidemment, ça n'est pas une obligation, c'est une invitation. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait. Et je vous souhaite bien, de pouvoir explorer votre vie à partir non plus de la victime en vous, mais bien de cette partie de sagesse en vous qui vous invite à regarder l'adéquation entre l'expérience, la relation et vous-même. À ciao, bye, à une prochaine fois.